mène la bataille. Asseyez-vous parce que vous me gênez à rester debout, il faut que tu gardes des forces. Je ne vais pas être trop long, mais moi ce que j'ai envie de vous dire, très simplement, et je vais répondre aux questions parce que c'est plus intéressant d'avoir un dialogue, je ne suis pas là pour faire un grand exposé. Mais on vit une situation très paradoxale, et je pense que Jean-Pierre a trouvé la bonne formule que je cherchais depuis des mois, et c'est parfait. Tout a changé, mais rien ne change. En fait, ce que j'avais dit quand il a été élu, c'est un jeune président pour une vieille politique. Parce qu'on vous fait croire que c'est une nouvelle politique, mais en fait, c'est la vieille politique poussée à son extrême. C'est-à-dire que tous ceux qui ont gouverné la France depuis 20 ans, avec des résultats catastrophiques, se sont mis ensemble et ont trouvé un jeune pour mener la même politique en pire. Alors certes, l'emballage a changé. L'emballage a changé, oui. C'est un bel emballage. Il y a des beaux rubans. Mais quand on ouvre le paquet cadeau, ça me fait penser quand j'étais gamin aux surprises, je ne sais pas si ça existe toujours, qu'il y avait dans les boulangeries. C'était magnifique. Il y avait la surprise pour les garçons, la surprise pour les filles. On ouvrait et puis il y avait une merde dedans. Et on se demandait pourquoi nos parents avaient payé une fortune, un truc aussi minable. Mais comme on était poli, on n'osait pas leur dire. Et c'était, ben voilà, c'est Macron. Mais comme il y a une propagande incroyable, c'est la propagande. C'est plus de la communication, c'est de la propagande. On est en Union soviétique sous Brezhnev. Ça devient grotesque. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez. Moi, j'éteins la télé d'ailleurs, parce que je ne supporte plus. C'est insupportable. Eh bien, il y a la propagande d'un côté, mais il y a la vraie vie de l'autre. Et la vraie vie, elle ne change pas malheureusement. Et elle ne peut pas changer, parce que les causes des problèmes ne sont pas traitées. Alors bien sûr, il y a quelques trucs de fait, il ne faut pas non plus être... moi, je ne vais pas être caricatural. Sur l'éducation nationale, Blanquer a l'air d'aller dans la bonne direction, et je m'en réjouis. Il y a, par exemple, en politique étrangère, on pensait que ce serait pire. Bon, alors on se dit, ah, c'est un peu mieux qu'Hollande. En termes de maintien, je dirais, la cravate est droite, il pleut moins, encore que... sérieusement, c'est quand même autre chose que la catastrophe qu'il y avait avant. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'on sort de 5 ans désastreux, d'un ectoplasme inconsistant, pitoyable. Donc bien évidemment, les Français se disent, tiens, bah, ce type-là, il a du maintien, il a une bonne tête, il est énergique. Non mais il faut être honnête, on va pas... Je veux dire, ça peut être séduisant, franchement, parce qu'il y a une très bonne communication, tout ça est très bien mis en scène. Mais si vous grattez un peu, et vous regardez les causes des problèmes, et je ne veux pas être long, mais parce que c'est fondamental, moi, si ce type-là réglait les problèmes des Français, mais je serais heureux pour mon pays. Moi, je ne fais pas ça pour être sur le devant de la scène, je fais ça pour régler les problèmes de mon pays. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a quitté l'UMP avec Jean-Pierre à une époque, c'est parce que l'UMP faisait semblant, aussi. C'est pas par plaisir. On serait tellement heureux que ça puisse marcher. Non, on est triste parce que on ressent l'arnaque. C'est une gigantesque arnaque. C'est une gigantesque manipulation. C'est un système qui s'effondrait après 20 ans de mauvais travail de droite et de gauche et qui a trouvé un moyen de se remettre en scène grâce à une immense communication. Alors la vraie vie, bon, moi je vais vous dire très clairement, les choses elles sont simples. Si on prend les problèmes, pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. La CSG pour les personnes âgées, on me dit qu'elles ont voté pour Macron, mais elles ne savaient pas lire. C'est pas possible. Alors maintenant, ils ont la facture fin du mois. CSG, c'est pas 1,7%, c'est 25%. 1,7 points. C'est 25% d'augmentation de CSG pour les fonctionnaires et les personnes âgées. C'est une chute de pouvoir d'achat, elle est de 2%. C'est considérable. C'est le petit bonheur qu'une personne âgée pouvait s'offrir, pouvait s'offrir, voilà, le petit gâteau du dimanche, le petit resto pour inviter son petit-fils, le petit cadeau. C'est ça qui disparaît. Non mais il faut quand même voir ce que c'est. C'est la non-indexation des pensions de retraite. Ça, personne n'en parle. D'ailleurs, c'est les socialistes qui ont quand même inventé la non-indexation des pensions de retraite. Mais c'est ahurissant. Il faut voir la chute de pouvoir d'achat que c'est. C'est aussi le mensonge vis-à-vis des salariés, parce qu'on nous dit les charges sociales baissent. C'est vrai qu'il y a un petit supplément de pouvoir d'achat d'environ 0,84% sur la feuille de paie. Mais il y a toutes les taxes, et notamment sur l'essence, sur le fuel pour se chauffer, pour soi-disant préserver la planète. Mais ça ne préservera rien du tout, parce que la planète, elle est polluée par la Chine et par l'Allemagne qui ont coupé leurs centrales. Donc, il y a une hypocrisie. Et c'est ça moi qui me fait de la peine, parce que on vit dans une espèce de système hypocrite qui d'ailleurs décourage les Français de voter. Et c'est là le vrai danger. Donc,
Si on regarde pouvoir d'achat, c'est vraiment une bérésina. Multiplication des taxes. Là, ils ont inventé la taxe sur les inondations pour les communes. Pour ma commune, ça fait 2 millions d'euros si on l'applique. Pas mal. Donc, comment? La nouvelle taxe sur les inondations. Ah bon, je sais pas comment elle s'appelle. Bon, bref. Donc, pouvoir d'achat, c'est pipeau. Emploi. On nous dit c'est pro-business. Non, c'est pro-multinational. C'est pas du tout la même chose. C'est pro-finance. Pas pro-business. Les charges sur les PME et sur les entreprises augmentent en 2018. Parce que le CICE de Hollande est réduit. Personne ne le dit. Est-ce qu'on le dit à BFM Télé? Non. Les charges sur les entreprises vont augmenter en 2018. Ça, c'est un fait précis. Qui en parle? Personne. Alors oui, il y a eu la loi travail. Mais les chefs d'entreprise, est-ce qu'ils se lèvent le matin pour licencier? Non. Alors, qu'il y ait une souplesse, bon, admettons. Mais la loi travail, ce sont des charrettes, Carrefour a commencé ce soir, de plans de licenciement, alors même que ces entreprises gagnent toujours plus d'argent. Ça pose quand même une question. Alors oui, il y a la souplesse, un peu de souplesse. J'avais proposé qu'on relève les seuils sociaux de 10 à 20 et de 50 à 100 pour permettre aux entrepreneurs de créer de l'emploi. Ça, c'est une souplesse intelligente. Je ne suis pas, moi, un interventionniste forcené. Je crois à l'État stratège. Il faut de la liberté pour nos PME, nos artisans, nos commerçants. Mais là, il n'y a rien pour eux. Il y a zéro. C'est même pire. Des charges supplémentaires. Et il fait croire qu'il est pro-business. Et d'ailleurs, il y avait un article intéressant ce matin dans le Figaro d'un jeune chef d'entreprise d'une start-up d'informatique qui était écœuré de voir le tapis rouge à Versailles pour les sociétés qui trichent avec toutes les charges et tous les impôts, Facebook et les autres. On nous a expliqué il y a un mois que ces entreprises trichaient avec tous les impôts, ne payaient pas d'impôts en Europe et on leur déroule le tapis rouge. Et d'ailleurs, on annonce des moissons d'investissement en France, tu parles, c'était des investissements déjà décidés, et d'ailleurs, en même moment, il y a les licenciements qui s'accélèrent. Donc le problème de la compétitivité de notre tissu industriel et économique n'est pas réglé. Voilà la vraie vie. Donc pouvoir d'achat, pas de résultat, on pompe encore les gens, si je puis dire. Taxes supplémentaires. Deuxième point, emploi, la compétitivité n'est pas traitée. Et puis il y a les autres domaines. Il y a les domaines de sécurité et d'immigration. Je ne le lis pas d'ailleurs, bien qu'il y ait un lien, bien sûr. Mais sécurité. Alors là, vous avez vu Belloubet, je ne sais pas si vous avez vu le ministre de la Justice sur les prisons, enfin, c'est surréaliste. On va dépenser 20 millions d'euros pour mettre le téléphone dans les cellules, et les gardiens n'ont pas de quoi vivre, sont traités comme des chiens, sont agressés. J'étais à la prison de Fresnes, c'est monstrueux. Les négociations ont échoué avec les surveillants pénitentiaires, mais ce qu'ils vivent depuis des années, mais il n'y a pas un d'entre nous qui accepterait de vivre ça. C'est abominable. Eh bien, Madame Belloubet, elle sort du Conseil constitutionnel, entre nous, c'est un conflit d'intérêts majeur. Elle est garde des Sceaux, elle connaît rien à rien, et c'est toujours la même politique d'excuses, de laxisme judiciaire qui continue, rien n'a changé, c'est pathétique. Enfin, en termes d'immigration, là, la situation est très grave, tu l'as très bien dit. Moi, je n'ai jamais été, et je me défie quiconque, parce qu'on a été tellement caricaturé pendant le second tour de la présidentielle, je me défie quiconque de trouver une parole désagréable à l'égard de quiconque. Je crois en l'être humain, je suis un humaniste. Simplement, on ne peut pas faire venir des millions de malheureux en Europe pour les mettre dans des ghettos, laisser des centaines de millions de nouveaux Africains naître sans avenir, et croire que parce qu'on fait ça, on est généreux et humain. Enfin, cette hypocrisie est insupportable. Et ça pose des problèmes redoutables à la société française et à la société allemande et aux autres. Alors, c'est curieux d'ailleurs, il y a un ami qui me disait ça, je trouve que c'était intéressant. Il me dit, on a Madame Chapira qui parle de l'égalité homme-femme, et en même temps, on importe des millions de personnes qui estiment que les femmes sont des êtres inférieurs. Il y a un moment, il y a une contradiction quand même. Non, il y a un moment, il faut quand même revenir sur Terre. Alors, est-ce qu'on veut défendre nos valeurs ou pas? Est-ce qu'on considère que Madame Merkel va nous faire transférer tous les étrangers dont elle ne veut plus? Parce qu'elle a fait rentrer 1 500 000 personnes en quelques années, mais la situation des étrangers en Allemagne n'est pas du tout celle de la France. Vous avez une obligation d'inscription dans votre commune. Vous n'avez d'aide sociale que si vous acceptez un boulot à 1 euro de l'heure. Vous avez des obligations considérables, qu'il n'y a pas du tout en France. Et donc, c'est très simple. Ils rentrent en Allemagne et ils arrivent en France avec l'appel d'air social.
C'est pas être critique, mais c'est une réalité. Donc moi je veux bien qu'on continue comme ça. C'est sans fin, ce sont des milliards d'euros qui sont gaspillés. Et c'est une société qui va exploser, avec des haines, des rejets malsains, parce que individuellement, ces étrangers sont bien sûr tout à fait respectables, mais collectivement, nous n'avons pas les capacités de les intégrer, de les assimiler. Mais c'est pas être... enfin, c'est une évidence. Donc, quand est-ce qu'on va traiter le problème? À la fois par un plan d'aide à l'Afrique, majeur, pour refuser le libre-échange qui détruit l'Afrique et l'agriculture paysanne africaine, qui est vitale, car il faut fixer les Africains sur leurs terres. Il faut aussi un jour parler de la contraception en Afrique, ce que les Chinois ont pu faire. Et puis, il faut aussi s'attaquer aux passeurs. S'attaquer aux passeurs, quand j'avais dit que l'intervention en Libye était stupide, on m'avait critiqué, hein. Était stupide. S'attaquer aux passeurs, à quoi servent les armées? On dépense 40-35 milliards par an dans notre défense nationale et on n'est pas capable de s'attaquer à 200 passeurs sur les côtes libyennes. Non mais qu'on m'explique. Non mais qu'on m'explique à quoi sert l'armée. À quoi sert l'armée allemande, à quoi sert l'armée italienne, à quoi sert l'armée espagnole. On va pas me dire que c'est compliqué. Et puis, qu'on maintienne une coopération européenne. Moi, je ne suis pas anti-européen. Je suis anti-Union européenne, c'est pas la même chose. Et coopération européenne, bien sûr. Et puis, enfin, qu'on restaure nos frontières nationales pour contrôler qui rentre chez nous. Et, dernier point, c'est qu'on arrête l'appel d'air social en autorisant les aides sociales qu'au bout de 5 ans de travail en France. On travaille 5 ans, et à partir du moment où on a travaillé, on s'est intégré, on bénéficie des aides sociales. Voilà, ce sont des mesures simples, de bon sens, qui n'ont rien d'excessif, mais qui sont caricaturées en permanence, parce qu'en fait, on ne veut pas traiter ce problème. Et moi, je vous le dis très clairement, on ne maintiendra pas notre niveau social si c'est porte ouverte. C'est pas possible. Donc, il y a un choix à faire. Il faut à la fois aider l'Afrique, préserver une coopération européenne, et contrôler nos frontières et supprimer l'appel d'air. Et là, on traitera le problème. Et la plupart des étrangers qu'on connaît sont favorables à ce programme parce qu'il est de bon sens. D'ailleurs, les plus grands soutiens que j'ai eus dans ma circonscription qui m'ont permis d'être réélu, malgré la campagne de calomnie que j'ai subie, c'était souvent des Français récents, comme on dit, qui venaient me voir en disant « Mais monsieur, vous avez raison ». Ils venaient me voir sur le supermarché, c'est les premiers qui me disaient « Vous avez raison ». Ce sont des bobos qui ne connaissent ni la misère, ni la difficulté, qui, des beaux quartiers, ouvrent les vannes de l'immigration en se donnant bonne conscience d'un système économique injuste. Voilà. Moi, je crois à la justice sociale, je crois à l'effort économique, je crois au travail. D'ailleurs, première mesure, je trouve que les migrants devraient travailler dans des travaux d'intérêt généraux, parce que quitte à être payés pour être là, autant qu'ils travaillent. Et je ne comprends pas que quand je dis des choses simples, ça suscite un tollé, comme si on n'avait plus le droit de parler. On n'a plus le droit de parler, donc c'est comme ça. Donc, j'ai pris ces 4 exemples, mais je pourrais en parler d'un autre, un dernier, et qui est très cher à Jean-Pierre, et je crois qu'on a déserté trop ce point. C'est sur l'environnement. Moi, dans ma ville, j'ai fait beaucoup pour l'environnement, comme Jean-Pierre à Saint-Prix, et l'écologie, on doit s'en emparer. Et moi, je voudrais qu'on travaille, Jean-Pierre a écrit un livre, sur la nouvelle écologie, pas l'écologie business des Verts, ou Bobo, mais l'écologie humaine, c'est-à-dire pour la santé, l'alimentation, l'affaire des vaccins. Je suis très hostile aux 11 vaccins, non pas que je sois hostile aux vaccins. Les vaccins, oui, il en faut, mais il faut faire attention, combien on en met, qu'est-ce qu'il y a de l'aluminium, le médecin sait, c'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas les anti-vaccins et les pro-vaccins, il y a simplement, est-ce qu'on ne peut pas vérifier, avant de prendre des mesures, sur tous les bébés de notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas savoir mieux ce qu'on mange? Est-ce qu'on ne peut pas mettre fin au lobby alimentaire qui est en train de détruire notre corps? Et au lobby pharmaceutique qui, une fois qu'on a détruit notre corps, nous le détruit encore plus avec des médicaments mal administrés. Non mais c'est un problème. D'ailleurs, ce sont les mêmes entreprises. C'est curieux. Je me souviendrai toute ma vie de cet agriculteur sur son lit d'hôpital qui témoigne, c'était émouvant, et il a un cancer, et il témoigne et il dit qu'il s'est aperçu sur son lit d'hôpital, en regardant les médicaments de sa chimio qu'on lui mettait, que le fabricant de sa chimio était le même que le fabricant des engrais qu'il mettait sur son sol et qu'il l'avait tué. Hein, c'est la même entreprise. Et ça pose le problème, et je finirai là-dessus, mon propos introductif, ça pose le problème de la démocratie dans notre pays. Et de la propagande, je reviens à la case départ. C'est que vous voyez bien que le politique ne gouverne plus, en fait. Et que la démocratie a été kidnappée. Elle a été kidnappée par des intérêts, par une oligarchie. Et que Macron, c'est le pur
représentant de cette oligarchie. Et c'est ça qui me révolte, c'est cette tromperie. Je l'ai vu pendant la campagne présidentielle, il m'a menti quand j'étais candidat, il était à côté de moi et j'ai mal réagi, parce qu'il m'a fait douter. Quand j'ai dit qu'il avait vendu les grandes entreprises, Alstom et toutes les autres, pendant son mandat, et immédiatement il a pris la parole, il dit « c'est faux, monsieur Dupont-Aignan, j'étais pas ministre ». Et comme un con, je n'ai pas vérifié, j'ai eu un moment de doute, je me suis dit, s'il avait raison et que je me trompe, je me suis peut-être trompé. Je me suis peut-être trompé, j'aurais dû avoir la présence d'esprit de dire, mais de toute façon vous étiez conseiller de M. Hollande. J'ai pas eu la présence d'esprit, vous savez, c'est pas toujours facile. J'ai rien dit, mais il avait bluffé, il n'était pas ministre. Il était ministre, bien sûr. Pardon, il était ministre. Et je l'avais dit à Marine Le Pen pour lui dire, et puis, bon, pas ça. Il y a un algébug. Bon, et tout ça pour dire que c'est une imposture habile, une imposture bien faite. Et il y a beaucoup de professionnels autour qui organisent tout ça. Et le vrai enjeu, et c'est l'enjeu de cette élection législative, c'est la démocratie. Est-ce qu'on est encore en démocratie? Mais pour qu'on soit en démocratie, il faut que les Français aient envie d'être en démocratie. Et moi, je conclurai mon propos sur cette élection législative en disant « Français, réveillez-vous, est-ce qu'on est en démocratie? Faites de cette partielle un élément de la démocratie, un enjeu de la démocratie française. Profitez de cette partielle pour envoyer un message. Ne votez surtout pas pour quelqu'un qui savait qu'elle serait inéligible et a forcé le destin, c'est-à-dire ne votez pas pour En Marche, c'est la marche arrière, et votez pour une belle opposition. Et il y a le choix en matière d'opposition, et je conclurai là-dessus. Il y a des oppositions, un pas en avant, deux pas en arrière, je dirais un pas en avant dans l'opposition, et puis une négociation discrète pour être ministre de Macron. Hein? Alors on a déjà eu le maire, les autres, et puis les prochains, ça sera Pécresse, ça sera Bertrand, ça sera les autres. Voilà, donc voter républicain, c'est voter Macron. Voilà, c'est clair. Après, il y a l'opposition qui se cherche et qui se divise, qui s'autodétruit. Moi, j'ai fait un choix de second tour, je l'assume, parce qu'entre Macron et je pense qu'il fallait choisir et être cohérent. Pour autant, je ne suis pas Front National et je ne le serai jamais. Et je regrette, je l'aurais dit, je ne comprends pas ces divisions artificielles entre Philippot, Marine, machin, cette division terrible, c'est dommage. Et je pense que il faut tirer les leçons de 2017. Moi j'avais essayé au premier tour hein, d'avoir un programme, je pense, crédible, sérieux, qui était le meilleur, sincèrement, sans prétention. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est tellement dommage qu'il y ait toutes ces divisions, donc moi je milite pour l'union, mais au premier tour, il faut qu'on affirme nos différences, et je pense que Debout la France, et d'ailleurs c'est la seule qui progresse en ce moment dans les sondages, j'espère que ça traduira dans les urnes, je pense que Debout la France, vous avez des gens qui sont sincères dans leur opposition, qui sont patriotes mais humanistes, et qui sont modérés, réfléchis, apaisés, et de bon sens, voilà. C'est une belle opposition, et cette belle opposition, elle mérite d'accéder au Parlement, et je serais ravi d'accueillir Jean-Paul à mes côtés, et je suis sûr que si on se mobilise, une grande surprise est possible. La surprise, moi je la sens venir, et je vous dis, aidez-nous. Voilà, reconstruire l'opposition, ça prendra du temps, mais Jean-Paul est sans aucun doute quelqu'un avec Lionel qui va nous reconstruire l'opposition, et si chacun dans sa circonscription, si vous en parlez ce soir à vos amis, vous savez, c'est quand on est au fond du trou, et qui a le regard. Jeanne d'Arc, personne pensait qu'elle pourrait y arriver, elle est arrivée. Donc, je ne dis pas que Jean-Paul est la nouvelle Jeanne d'Arc. Non, c'est pas grave, si tu vas sur le bûcher pour être Jeanne d'Arc, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est toujours positif. Ça sert bien à quelque chose. Voilà, donc je plaisante un peu parce qu'il faut bien rire en fin de soirée. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'objectif inatteignable pour des gens sincères, cohérents et bons. Voilà. Donc cette élection, elle est magnifique et moi je vous invite à en faire une grande victoire dans 15 jours ou dans 8 jours, mais déjà de passer la première étape parce qu'il y a une première haie à passer et il faut quand même la passer. Voilà. Merci à tous et puis s'il y a des questions, on va